Chers amis, le bonjour, bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée à la programmation de jeux vidéo en JavaScript. Et dans cette partie, on va s'intéresser aux briques ou aux blocs. Alors, dans le répertoire de travail, vous allez trouver dans le Assets différentes images qui correspondent à différentes couleurs de blocs. Donc, vous allez trouver des blocs de couleur bleue, des blocs en vert, en rouge et en jaune. D'accord? Donc, ces blocs, ces images, il faut donc les mettre en mémoire, comme on a fait jusqu'à présent. Donc, on va mettre à demeure dans GTexture, eh bien, un bloc, l'image du bloc bleu, l'image du couleur verte, rouge, etc. Donc, dans sketch.js, les amis, j'ai ici dans GTexture mis par clé bloc, underscore blue. J'ai été chercher le bloc de couleur bleue, PNG. Ensuite, dans GTexture par clé bloc green, j'ai mis le bloc de couleur vert. Ici, dans le GTexture bloc red, le bloc de couleur rouge. Et vous avez compris, ici, le bloc de couleur jaune. On va donc maintenant construire un objet, bloc ou brique ou bloc si vous préférez, en stipulant dans le constructeur la couleur désirée. Donc chaque bloc aura dans son constructeur un type, et le type de bloc est donné par sa couleur. Blue, red, green, yellow. Donc dans les actors.js, on va construire un premier objet classe qui s'appelle bloc, qui vient de entité. Dans son constructeur, on attend quoi du constructeur? Eh bien, le bloc, il faut le mettre à l'écran. Donc il faut stipuler le X, le Y, en haut à gauche du rectangle bloc, et on stipulera dans type le type de bloc que l'on désire. Donc j'ai fait un petit switch ici. Vous remarquez qu'en JavaScript, on peut utiliser des chaînes de caractères pour les switches, chose qu'on ne peut pas faire en C. Donc en fonction du type reçu ici en argument local, j'ai un type blue, ou un type green, ou un type red, ou un type yellow, tout en majuscule. Si je reçois un bloc de type blue, je vais maintenant demander à entité de créer un objet avec la fonction super, en faisant super x, y, donc les deux arguments que je reçois ici en x ou en y, et je vais prendre dans mon GTexture la bonne image. Donc je vais mettre maintenant la bonne image en fonction du type que je reçois. Donc si c'est vert, je vais prendre l'image verte. Si c'est red, je prends l'image rouge. Et si c'est yellow, je prends l'image jaune. D'accord? Donc à la construction du bloc, vous stipulez le type de bloc. Donc en stipulant quoi? Eh bien la couleur du bloc. En passant blue, green, red, yellow, tout en majuscule évidemment. Donc le bloc, il est stable, donc il n'y a pas besoin de bouger. Donc on pourrait éviter de mettre 10.dx, mais on va bien stipuler que le bloc ne bouge pas. On stipule en vitesse x ici et en vitesse y en dessous que le bloc est immobile. Le bloc, je n'ai pas fait de dessin, mais il est évident. C'est évident de se dire que le bloc, il a deux états. Soit il est visible, soit il est invisible. Donc on aurait pu faire comme state on, puis off. Alors moi j'ai décidé de faire visible, donc il est visible, on le voit à l'écran, ou la balle est venue percuter le bloc, de fait maintenant il est invisible, ou il a été touché. Donc j'ai deux états pour state, soit il est visible, soit il est touché. Mais vous pourrez bien tout à fait mettre on, off, d'accord? C'est comme vous voulez. Le bloc de collision, le bloc aura un rectangle de collision, il faudra mettre à jour ce rectangle de collision. De fait, on va appeler la fonction update de sa fonction pair ou mère en faisant super.updateDT. Donc là, le DT, il sert à rien parce que le bloc ne bougera pas. Mais bon, on lui passe, ça mange rien, on lui passe. Pour afficher un bloc à l'écran, il y a deux états. Soit il est visible, et bien de fait, on l'affiche. Si la balle vient toucher le bloc, il passe en état invisible ou touched, et bien on ne va pas l'afficher. Donc on affichera à l'écran uniquement des blocs qui sont de type state visible. Donc j'ai mis ici dans la fonction render, donc la fonction qui permet d'afficher les blocs à l'écran. Si son état, if this state égale visible, eh bien on fait un super render. Et on va ensuite afficher la fenêtre de collision pour voir si elle correspond bien au rectangle qu'on a, ou on pourra la réduire via des iflets. Oui, le bloc est très très simpliste. On a un constructeur basique, on stipule la position x, y du bloc que l'on désire, x, y passé ici en argument. On lui donne le type de bloc, est-ce que c'est un bleu, est-ce que c'est un bloc de couleur vert, de jaune, etc., etc. Et ensuite, quand on le bloque, on lui spécifie bien qu'on est immobile, en vitesse nulle. On lui donne un état, on, off, visible, invisible,
ToShed, not ToShed. Donc là, vous voyez, on peut trouver des mots comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Moi, j'ai mis visible ou ToShed. Donc ToShed, c'est que la balle est venue en contact avec le bloc, il passait en mode invisible. Je remets à jour sans correcteur de collision via le super.update dt. Donc là, le dt, il sert à rien, mais on lui passe. Et le rendu uniquement si le bloc est visible. Donc quand la balle va venir toucher le bloc va passer en invisible ou en ToShed ou en off, si vous préférez. Eh bien, on ne le verra pas à l'écran. Il aurait disparu de l'écran. Bien. Le souci, c'est que je n'ai pas un bloc à dessiner. J'ai des blocs à dessiner. Et il faut les mettre sous une forme matricielle. Ouh, ça se complique. Faisons un petit dessin pour comprendre la chose. Donc j'ai fait un petit dessin. Donc le final, c'est qu'on voudrait ce type de représentation. Donc là, vous avez un tableau de blocs. Je peux faire partout dessus, donc je redémonte là. Donc j'ai ici une ligne, donc un row, donc ligne 0, row, ligne 0. Donc j'ai des blocs de couleur bleue. Ils sont répartis avec une colonne ici, une seconde colonne, une troisième et une quatrième colonne. Donc j'ai 4 colonnes. C'est un exemple, d'accord, on peut en faire plus. Mais là, dans mon exemple, j'ai 4 colonnes de blocs réparties sur 3 lignes. Donc j'ai un tableau de 2 dimensions. J'ai un tableau de 2 dimensions qui possède 3 lignes selon les axes Y et qui possède 4 colonnes selon les axes X. De fait, on va créer 2 variables qu'on appellera NB row, nombre de lignes, et on créera une variable de type NB_col pour nombre de colonnes. Donc les colonnes, les amis, ce sont les axes X, les lignes, ce sont les axes Y. D'accord? Donc là, j'ai une ligne de 4 blocs bleus. Ensuite, je crée une ligne de 4 blocs verts. Et puis, je crée ici une ligne de 4 blocs rouges. Et je mettrai encore une ligne de plus s'il y a besoin. Comment créer un tableau à 2 dimensions? Alors, on sait faire un tableau à 2 dimensions. En JavaScript, on peut faire des tableaux à n dimensions en mettant des tableaux dans les tableaux. Oui, ça se complique. On va créer un tableau, et puis dans ce tableau, on y mettra d'autres tableaux. Alors, je m'entends. Descendons. Donc la première commande qu'on va faire, c'est on va créer un tableau, donc on va créer une variable qui s'appelle tab_block, et on va faire que tab_block, c'est un new array, et on lui spécifie le nombre de lignes. Donc en faisant tab_row new array nombre de rows, je vais créer un tableau de 3 lignes. Donc un tableau avec 3 cases mémoire. Alors je vais faire un petit dessin ici. Qu'est-ce que vous allez trouver dans le tab_row? À l'indice 0, vous allez trouver la ligne 0, donc row 0. À l'indice 1, vous allez trouver la ligne numéro 1. À l'indice 2, de qui? De tab_block, vous avez donc la ligne numéro 2. Eh bien, à l'indice 0, je vais encore créer un tableau, mais cette fois, en lui spécifiant le nombre de colonnes. Donc chaque tableau, d'accord, possède des tableaux, ou chaque ligne possède des tableaux. Donc j'ai un tableau global qui possède 3 lignes, et dans chaque ligne, je vais créer un tableau qui possède n colonnes. Donc en faisant à l'indice 0, donc la ligne row 0, on va faire un new array de nombre de colonnes. Donc chaque ligne de mon tableau possède des colonnes en tableau. Et dans ce tableau nouveau que je viens de créer, donc le new array colonne, eh bien c'est là où je vais y mettre mes blocs. Donc là, dans ma ligne indice 0, je vais y coller mes 4 blocs bleus pour qu'ils soient en 0, puis en x1, puis en x2, puis en x3. À la ligne row 1, donc à l'indice 1, n'oubliez pas que les tableaux commencent à l'indice 0, donc à l'indice 1 qui est le row 1, je vais également créer un nouveau tableau en faisant new array, nombre de colonnes, et là je mettrai mes 4 verts en position 0 et en Y1, donc vous voyez ici en Y1, X0, ensuite celui-ci il sera en X1, Y1, il sera en X2, Y2, et pour terminer, il sera en X3, Y3. D'accord? Et enfin, à l'indice numéro 2, donc il correspond à la ligne R2, ici, row 2, je vais y mettre mes 4 blocs rouges en disant comment? Eh bien en disant qu'à l'indice 0, on va créer un nouveau tableau avec un new array NB colonne de 4 colonnes. On lui mettra un bloc rouge en X0, Y2. On lui mettra ici un rouge encore en X1, Y2. On lui mettra ici encore un bloc rouge de X2, Y2. Et on mettra un bloc dans le tableau de X3, Y2. Donc grâce à cette façon de faire, on peut créer des blocs dans des blocs et on arrivera à faire quoi? Eh bien un bloc à 2 dimensions, tout simplement. Donc comment accéder ensuite par exemple à un bloc? Il suffira de faire
tab bloc, on lui spécifiera sur quelle ligne vous travaillez. Donc, est-ce que vous êtes sur cette ligne-ci, celle-là ou cette dernière? Et on lui spécifiera en deuxième paramètre la colonne désirée. Donc, est-ce que vous êtes sur cette colonne-ci, sur cette colonne-là, sur cette colonne-ci ou sur celle-là? D'accord? Exemple, si je veux obtenir ce bloc rouge ici, je fais tab bloc, donc il appartient à quelle ligne? Il appartient à la ligne 2. D'accord? Et il est à quelle colonne? Il est à la colonne ici, 1. Donc je suis sur la ligne numéro 2 et la colonne numéro 1. Pensez que toutes les colonnes et toutes les lignes commencent avec l'indice 0. C'est très, très, très important pour la suite. Reprenons les amis. Si je veux avoir accès à cet objet-ci, qui se situe en ligne 2, colonne 1, je dirais tout simplement que je prends le tab bloc, donc mon tableau générique, mon vrai tableau, qui se situe donc à la ligne ici, row, et à la colonne I. Donc les lignes, on va les mettre avec des indices J, les colonnes, on les mettra avec des indices I. Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme ceci. Hein. Vous pouvez mettre d'autres indices. Moi les amis, dans la suite, il y aura un J pour les lignes, un I pour les colonnes. Donc si je veux cet objet-ci, je lui fais tab bloc à la ligne 2, colonne 1. Attention, ça commence par l'indice 0. Faites très attention. Donc on va créer la matrice qui possède nos objets. On va créer un nouvel objet, et cet objet, on va l'appeler matrice. Donc je viens ici dans Visual Studio Code, j'ai créé mes blocs ici, d'accord, ici j'ai mes blocs, et en dessous, vous allez trouver un nouvel objet qui s'appelle matrix. Donc que fait le constructeur de matrix? En fait, rien. Donc, on va créer une matrice sans rien spécifier. On pourrait spécifier le nombre de colonnes, le nombre de lignes. Mais on va être plus intelligent que ça. On va calculer nous-mêmes, ou spécifier nous-mêmes à l'intérieur de l'objet matrix, ou matrice si vous préférez, eh bien les lignes qu'on a et les colonnes qu'on a. Comment faire? Je prends le nombre de colonnes, c'est quoi? Je prends ma largeur du canvas. D'accord? Je prends la largeur du canvas et je vais diviser par 2 fois la largeur d'un bloc. En effet, regardez mon dessin. Ici, j'ai le bloc. Donc, la largeur d'une colonne, c'est 2 fois la largeur d'un bloc. Donc, si je stipule que x0 est ici, et si ma fin est ici de mon canvas, je dirais que je prends la largeur totale divisée par la largeur qu'occupe mon bloc dans une colonne. Mais il occupe ici 2 fois sa largeur. D'accord? Donc, je stipule ici le nombre de colonnes. Comme je peux avoir des nombres à virgule, je vais mettre un floor. Donc, floor, ça prend la partie entière de mon nombre de colonnes. Donc, je vais prendre mon canvas en largeur. Je divise par 2 fois la largeur de mon bloc. D'accord? En ceci, vous allez le trouver où? Je me suis fait 2 petites constantes dans sketch.js, tout là-haut. Et un bloc en largeur fait 50 pixels et le bloc en hauteur fait 25. Donc, j'ai mis 2 petites constantes pour les avoir à demeure dans mon petit programme. D'accord? Donc, je retourne dans Actors. Donc, ici. Et j'obtiens le résultat entier. Donc si j'ai par exemple, je sais pas, 4,1, on peut arriver à des arrondis, hein, parce que le bloc, la largeur de ma fenêtre divisée par le nombre de blocs, si votre fenêtre est impaire et que si vous avez un nombre pair, vous avez le nombre à virgule. Et bien de fait, je vais mettre floor. Donc je vais arrondir au nombre supérieur. Donc ici, en 10.nbcols, j'ai le nombre de colonnes. D'accord? Et je voudrais 4 lignes. Donc là, j'aurais pu également calculer, en fonction de la hauteur de mon canvas, le nombre de colonnes qu'on veut. Mais là, on va stipuler uniquement 4 lignes. Donc je vais créer un tableau de 4 lignes et d'un certain nombre de colonnes qui va dépendre de la taille de mon canvas. D'accord? Et de mes blocs, bien sûr. Je vais commencer à mettre mes objets, mes blocs, mes figures, à 50 pixels en partant de Y. Donc je stipule 10.py50, parce que je risque d'en avoir besoin quand je vais créer les blocs les uns à côté des autres. Ben, le point de départ, c'est 50 pixels. Et je vais créer mon premier tableau. Donc je fais 10.tabblocks égale, tableau de blocs, new, array, et je stipule le nombre de arrows, donc le nombre de lignes que je donne. Donc là, je vais créer un tableau qui contient 4 lignes. Je crée un tableau qui contient 4 lignes entièrement vides pour l'instant. Et la fonction qui va être appelée ensuite, c'est d'appeler la grille. Donc au lieu de tout mettre ici dans la fonction constructeur, de mettre tout mon barzingle de construction de grille, eh bien j'ai déporté la construction de la grille à une fonction qui va s'occuper de gérer et de créer la grille. Donc elle s'appelle createGrid. Allons-y. Alors, on y va tout de suite dans le grille. Allez, on va regarder comment c'est fait. Alors comment je vais créer ma grille? Eh bien, en fait, dans le programme qui est ici, ce n'est rien d'autre que la figure qui était ici. D'accord? Donc là, j'ai créé mon tableau.
Donc, je vais déplacer, voilà. Donc, je suis ici, donc j'écris mon tableau. Et je vais parcourir mon tableau pour chaque ligne de mon tableau. Je vais créer encore un tableau de n colonnes, tout simplement. Donc, c'est ce que je vais faire dans cette fonction. Regardez ici. Donc, au début, dans le constructeur, j'ai créé un tableau de n lignes. Je vais créer une variable locale, donc for. Je vais créer une boucle for ici. Boucle for, je prends j égale à 0, donc les indices j correspondent aux lignes, les indices i correspondent aux colonnes. Donc pour j allant de 0 jusqu'à for, let j égale à 0 jusqu'à nombre de lignes, plus j++, qu'est-ce que je fais? Eh bien je dis que 10.tab_block à l'indice j, c'est encore un new array de node columns. Donc à la sortie de cette for là, j'ai un tableau à 2 dimensions. 4 lignes, n colonnes. Je ne connais pas le nombre de colonnes parce que ça dépend de la taille de mon canvas. D'accord? Et bien maintenant, je vais créer mes lignes. Donc de même, j'aurais pu également créer mes lignes ici dans CreateGrid. Ben, je vais déporter ma fonction parce que pour créer les lignes, c'est toujours la même fonction qu'on va appeler. Ce qui va changer, c'est la couleur de la ligne si vous préférez. On va mettre des lignes de bleu, après des lignes de rouge. Donc je vais pas faire de, j'ai pas envie de réécrire à chaque fois le même programme. Donc je vais déporter la construction de ces lignes maintenant à une fonction qui va me permettre de créer mes lignes. Alors que vaut la fonction createRow? Donc, on va créer les lignes. Donc, je vais recevoir en argument la ligne, donc le row. Je vais ici obtenir le Y. À quel endroit en Y va-t-on positionner cette ligne? Et le type. Est-ce que c'est du bleu, du rouge, du vert? De même, maintenant, je vais donc créer ma ligne. Donc, je vais parcourir toutes mes colonnes. Donc, les colonnes, je crée un indice I. Donc, je crée for, encore une fois. Pour let, donc je crée une variable de type I, qui va de 0 jusqu'à combien? Bah, le nombre de colonnes. Mais le nombre de colonnes qui aura été calculé dans le constructeur. D'accord? Donc maintenant, je connais le nombre de colonnes. J'incrémente ma variable i. Et qu'est-ce que je fais? Je lui dis que dans tab bloc à la ligne row qu'il reçoit ici en argument, j'incrémente le i. Donc i égale 0, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4, etc. Je vais faire quoi? Eh bien, je vais y mettre maintenant un new block. On le spécifie le i. Donc au début, le i vaut 0. Donc on mettra à 15 pixels, alors c'est pour éviter qu'il touche le bord gauche de l'écran. Donc on se décale de 15 pixels, on fait 15 pixels plus i, donc i vaut 0, puis 1, puis 2, puis 3. On prend 2 fois la largeur du bloc, on le positionne ensuite en y, donc le y qui sera reçu ici en argument, et vous lui spécifiez directement le type que vous aurez reçu en argument. Donc grâce à cette fonction createRow, je viens de créer une ligne de bloc positionnée à la ligne désirée, donc à la ligne row, positionné en Y, spécifique par le posi Y. Alors regardons comment utiliser un tel objet. Donc d'abord, je vais faire ma ligne 0. Donc je crée une variable locale, let row égale à 0. Donc je vais créer ma première ligne de bleu. Je fais quoi? J'appelle ma fonction au-dessus, donc je fais this.createRow. Je lui donne row, qui vaut ici 0, donc c'est bien la ligne 0 qu'on fait. Je lui donne le PY, donc le PY sous nous c'était 50 pixels. Donc mon premier bloc doit être à 15 pixels en X, parce qu'il sera à 0, 15 pixels en X, 50 pixels en Y. Et je passe ici le blue. Lui, il va créer, de fur et à mesure, il va créer un premier bloc bleu, un deuxième bloc bleu, un troisième bloc bleu, etc., au sein de nombre de blocs désirés. Ensuite, je décale mon Y, hop, je passe à la ligne d'en dessous. Donc je décale de 50 pixels. J'incrémente le row, maintenant le row vaut 1, donc je suis à la ligne numéro 1. Je vais créer ma seconde ligne, donc ma ligne numéro 1. Je crée createRow, je lui passe le row, qui vaut ici 1. Le Y que j'ai calculé précédemment, donc on commence maintenant avec un 50 pixels plus en dessous, et je vais faire une ligne de vert. Vous avez compris maintenant. Qu'est-ce que je fais ensuite? J'incrémente mon Y, je me dépasse encore de 50 pixels vers le bas. J'incrémente mon row, maintenant mon row vaut 3. Je vais créer une ligne de rouge. Enfin, je crée encore une ligne de jaune en faisant 50 pixels vers le bas, incrémente le row et crée le row. D'accord? Donc vous voyez, c'est dans ces deux méthodes que sont createGrid et createRow, je viens de construire ma matrice de briques ou de blocs. D'accord? Donc là, je vous invite à reprendre ça calmement, à faire des petits dessins, à faire des petits calculs pour voir si effectivement ils sont au bon endroit par rapport à la fonction désirée. D'accord? Donc en tout cas, à la sortie de createGrid, je dois obtenir une matrice de blocs en ligne colonne. Donc n lignes, n colonnes. D'accord? Donc ça on en parle après, ça on en parle après. Il faut bien sûr mettre à jour et
vos blocs. Donc on a ensuite une fonction de update. Mais attention, il faut que maintenant que je parcours tout mon tableau. Mon tableau, c'est à double dimension. Donc il faut que je parcours les lignes. Et pour chaque ligne, il faut que j'aille prendre tous les colonnes. Donc là, j'ai une double boucle for. Donc j'ai une première boucle for qui va parcourir toutes mes lignes. Et imbriquer à l'intérieur de ma boucle for, une boucle for cette fois, mais pour les colonnes. Donc on a deux boucles for imbriquées. For let j égale à 0 jusqu'à le nombre de lignes. Puis pour chaque ligne, on va faire pour i égale à 0 jusqu'à chaque colonne, enfin pour n colonnes, i++, qu'est-ce qu'on fait? On récupère l'item. Donc l'item, c'est le bloc. Donc on a tab 10.tab bloc. Je prends à la ligne considérée et le colonne considérée. J'obtiens un item. Si item existe, si vous avez bien fait les choses, si on n'a pas des soucis au niveau des images, si le bloc a bien été créé, le item doit être différent de undefined. Et bien, qu'est-ce que je fais? Je le fais update. Mais vous avez dit que votre bloc, il bougeait pas. Bah, là, il bouge pas, mais c'est pas grave. Si vous avez des blocs qui bougent, et ben en appelant en fonction update, vos blocs bougeront automatiquement. Donc là, en fait, c'est à vous de définir dans l'objet bloc s'il bouge ou pas. En tout cas, là, je remets à jour mon rectangle de collision. D'accord? Uniquement parce qu'il ne bouge pas, mais vous pouvez tout à fait faire des matrices de blocs qui se déplacent, pourquoi pas. Donc là, j'ai fait une fonction update, une mise à jour. Et pour ça, j'étais obligé de parcourir un double tableau pour les lignes en J, pour les colonnes en I. D'accord? Et si mon bloc existe, eh bien de fait, je vais lui faire update. Il faut afficher les blocs à l'écran. Donc je parcours encore une fois le tableau à double entrée. Donc en fonction des J, donc qui correspondent les lignes, double for imbriqué, encore un for pour les colonnes. Et bien c'est comme le update, on fait quoi? On récupère le item, donc là je récupère le item qui correspond au bloc pour une ligne donnée pour une colonne spécifiée. Je regarde si mon bloc n'est pas nul, s'il existe, qu'il n'a pas eu de souci au niveau affichage, si l'image était la bonne, etc. Mais à mon humble avis, si l'image n'est pas bonne, dès le début, ça va planter, donc il vous dira qu'il n'a pas compris l'image parce qu'elle n'est pas bonne. Bon, admettons, on prend une petite sécurité. Donc si le bloc existe, donc il n'est pas undefined, et attention, si le bloc a un state de visible, donc il n'a pas été touché par la balle, donc il est visible, et bien ce que je fais, je lui dis que le bloc qui se situe à l'indice J, crochet I, attention, double crochet, crochet J pour les lignes, crochet I pour les colonnes, on appelle la fonction render. Donc je vais afficher de manière successive les blocs, si et seulement si ils ont un state de visible, tout simplement. Alors j'ai aussi une fonction reset, quand les blocs seront complètement détruits. Le jeu va continuer. Comment continue le jeu alors que les blocs sont détruits? Et bien tout simplement, on rappelle une nouvelle matrice. Enfin, on ne crée pas une nouvelle matrice. On dit que les blocs qui étaient touchés repassent maintenant en visible. Donc je fais de même, encore un parcours avec ma double boucle, et je stipule maintenant, j'impose que l'état de chaque bloc dans la matrice est de type visible. En fait, les blocs réapparaissent. Encore une fois, on peut faire maintenant bouger la balle, qui viennent toucher les blocs, ils sont devenus invisibles, et puis quand la matrice est pleine, qu'il n'y en a plus, eh bien on remet encore une nouvelle matrice, ainsi de suite. Donc on a l'impression que la matrice est créée à chaque fois. En fait, non, on fait juste un reset de l'état des blocs. On les passe de touched à visible, tout simplement. Eh bien, si mon programme est bien fait, il doit apparaître maintenant une matrice. Mais il faut créer la matrice d'abord, il faut créer la matrice. Donc, pour faire un peu de place, on va enlever ça, on va enlever ça, on va enlever ça, on va enlever ceci, on va aller dans Stage maintenant. Donc, on a créé un paddle, on a créé une balle. D'accord? On va créer maintenant une matrice. Donc, dans le play stage, vous faites 10.matrix égale new matrix. Il n'attend aucun argument, on lui passe aucun argument. N'oubliez pas de... Attention, si vous faites new matrix comme ceci, ça ne marche pas. Il faut lui dire que voilà, c'est un objet, malheureusement ou heureusement, il n'y a pas d'argument à lui passer. Donc on lui passe des arguments vides. La matrice, on la met à jour. Comment? This.matrixUpdate. Voilà, on lui passe le temps qui s'écoule. On n'en a pas besoin. Eh bien, c'est pas grave, on lui passe quand même. Si vous évoluez, votre programme évolue, vous aurez le temps. On peut tout à fait faire des blocs qui bougent, pourquoi pas. C'est une bonne idée d'ailleurs. Donc ça, on en parle après. Le rendu, c'est pareil, on a fait des rendus sur le paddle, des rendus sur la balle, et bien on va faire un rendu de matrice. Mais on n'a pas affiché les blocs, mais si, parce que les blocs appartenant à la matrice, c'est la matrice qui affiche elle-même ses propres blocs. D'accord? Et ça, on en parle un petit peu après. Donc on fait un CTRL-S. Alors pour changer par rapport à la dernière fois, ce que j'ai fait les amis, j'ai mis aussi quelques musiques de
Donc, quand de bounce, donc, quand la balle va rebondir sur le paddle, il y a un petit son qui va apparaître, d'accord? Alors, on va afficher la chose, donc on va appeler notre navigateur, et si tout se passe bien, vous voyez, on a ici une matrice, on va rafraîchir pour penser qu'il y a une petite gruge ici. Donc j'ai ici une bloc de bloc bleu, puis vert, puis rouge, puis jaune, mais rien ne m'interdit de faire d'autres blocs. Je peux continuer en faisant encore des lignes par-dessous. Il n'y a aucun souci avec ça. Vous stipulez le nombre de lignes que vous désirez. D'accord? Et vous voyez, on a décalé ainsi le premier bloc de 15 pixels pour pas qu'il touche ici. Donc 15 pixels. On est à 50 pixels ici en Y. On a le premier bloc. Il s'est ensuite, de façon successive, créé ici la ligne, et puis la ligne de vert, la ligne de rouge, la ligne de jaune. Voilà. Donc on va appuyer ici. On va faire bouger la chose. Vous voyez, c'est comme avant. Et là, j'ai une petite animation, voilà, un petit son qui fait. Et bien maintenant, c'est quoi l'étape? Et bien l'étape suivante, c'est de dire maintenant, pour tous mes blocs, est-ce que la balle est en interaction avec? D'accord. Comment on fait ça? Allez, on va dans Visual Studio Code. Alors, qui va être responsable de détecter la collision entre les blocs et la balle? Qui possède les blocs? La matrice. Donc il faut que la matrice regarde si la balle est en action avec ses propres blocs. De fait, ici dans Actors, je vais retourner dans ma fonction matrice. Il y a une fonction qui s'appelle collidBall. Donc la matrice a une fonction qui lui est propre, qui est collidBall. Est-ce qu'on est en collision avec la balle? Et qu'est-ce qu'il attend? Ben, il attend la balle. Donc dans la fonction collidBall qui appartient à matrice, alors j'aurais pu tout à fait passer la balle en argument ici, comme on avait fait pour le paddle, d'accord? J'aurais pu passer ici en argument la balle, et il aurait mis en mémoire la balle, et de fait, connaissant la balle, il aurait pu tout à fait interagir ici, sans lui passer d'argument ball. Donc là, j'ai changé un petit peu pour que vous voyez bien les choses différentes, d'accord? Donc là, dans collidBall, je supplie quel ball je parle. Donc on va voir si la ball est en collision avec les blocs. Mais les blocs, souvenez-vous, sont dans un tableau à double dimension, et en ligne et en colonne. Donc je dois parcourir toutes mes lignes et voir s'il y a interaction entre ma balle et ce bloc. C'est ce que je fais dans cette fonction. Dans un premier temps, je fais encore mes doubles boucles. Donc ça, c'est des boucles qui vont arriver. For let. Donc je parcours toutes mes lignes, je parcours toutes mes colonnes. Je récupère ici l'item qui correspond au bloc pour l'instant J pour la ligne, I pour la colonne, et j'ai un if. Si l'item existe, donc si en gros il n'y a pas eu de souci au niveau des images, donc s'il existe, si c'est vraiment un bloc, un objet. Si l'item du bloc est type visible, je ne peux pas rentrer en collision avec un bloc invisible, donc je ne regarde que les blocs visibles. Donc les blocs existent, ma matrice est là, elle ne supprime aucun objet, les objets sont toujours présents dans ma matrice, mais ils sont soit dans un état visible, soit en état invisible ou touched. Donc je regarde si d'abord mon objet existe. Si cet objet a un état de type visible, et si la balle est en mouvement, il ne peut pas y avoir d'interaction si la balle n'est pas en mouvement. Donc si la balle est en mouvement, si le bloc a l'indice J, I, ligne, colonne, est de type visible, et s'il existe vraiment, d'accord, on va regarder ce qui se passe. Donc je ne vais rentrer dans les tests de collision si et seulement si mes trois conditions sont respectées. Le bloc existe, il est de type visible, et la balle est en mouvement. Si ces trois choses sont vraies, et bien maintenant on regarde s'il y a collision entre le bloc, d'accord, l'item, qui est donné ici, et la balle reçue en argument. Comment? If ball, mais quelle ball? La ball qu'on reçoit en argument. Collides item. Est-ce que la balle, est-ce que la balle est en collision avec l'item? Mais c'est quoi l'item? L'item c'est le bloc à l'instant J, I. S'il y a collision, le bloc, tout de suite, on lui passe en state to shed. Donc quand la balle rencontre le bloc, ce bloc change son état tout de suite, il devient en état to shed. La balle rebondit sur le bloc, on change la vitesse en X, vitesse en Y, et je vais faire un petit son, d'accord? Je vais faire une petite explosion. Donc comme avant, dans le sketch.js, ici, j'ai mis un son qui s'appelle explosion.ogj, qui se situe dans Assets, Sounds, Explosion. Et je l'ai mis dans mon objet littéral gsounds, il s'appelle Explosion, tout simplement. Retournons. Donc, l'objet existait. Il est de type visible. La balle est en mouvement. Il y a collision. Donc là, il me dit qu'il y a collision entre la balle et l'item considéré. Donc le bloc
dont on regarde là, à l'instant T, à l'instant J, à l'instant I, eh bien, le bloc qui est maintenant en collision avec la balle, on lui donne l'état touched. Donc, c'est-à-dire qu'il va devenir invisible à l'écran, car le render du bloc ne sera plus visible, on ne le verra pas à l'écran, il ne sera plus affiché à l'écran. On inverse la vitesse en vitesse Y, parce qu'il y a eu collision avec le bloc. On joue une petite animation d'explosion, on fait un petit bloc, et on fait un return. Alors pourquoi return? Ça permet d'éviter d'aller voir si d'autres balles touchent d'autres blocs. On a touché un bloc, et on se dira qu'on ne touche qu'un bloc à la fois. Donc ça m'évite, ça va plus vite, ça m'évite d'avoir de tests, encore d'autres tests par rapport aux d'autres items. Non, c'est bon, on a vu que la balle avait touché un bloc, eh bien allez, sortons, c'est bon, on est parti pour la suite. Donc on a une fonction qui s'appelle collideBall, qui va nous détecter la collision entre les blocs et les balles, avec une animation qui va bien. Cet objet, il faut l'appeler, enfin cette fonction de l'objet, il faut l'appeler. On va l'appeler dans où? Bon, on va l'appeler dans Stage. Parce que Stage possède à la fois les matrix, enfin la matrice, et la balle. Donc la fonction, on va l'appeler ici. Donc vous voyez, ici dans l'update, on met à jour le paddle, on met à jour la balle, on met à jour donc les blocs, si vous préférez, la matrice. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait this, matrix, collideBall, et vous spécifiez en argument this ball. Donc il va voir si la balle est en collision avec les blocs que contient la matrice. Donc ça, on en parle un petit peu après. Ça, c'est toujours bon. On n'oublie pas de faire les rendus de la matrice, bien sûr. Et bien, c'est bon. Maintenant, on est capable d'interagir entre la balle et le bloc. CTRL S. Appelons nos petites choses là. On va rafraîchir la page. Donc, vous voyez, il y a un petit loading qui est apparu. En fait, il a eu le temps de tout mettre en mémoire. Donc, le temps que tout se mette en mémoire, dans le navigateur, vous aurez ici à apparaître, on va faire en haut à gauche, il va apparaître un loading. Donc, on est en train de précharger les images des séries. Donc là, je vais me déplacer vers la gauche, je vais me déplacer vers la droite, et je vais lancer ma balle. Et il y a maintenant interaction entre les blocs et la balle. Alors l'image est un peu saccadée parce que je suis en train d'enregistrer en même temps, donc voilà, les ressources du processeur sont très occupées. Donc là, je vais rebondir, etc., etc. Et si je suis maintenant mauvais, que ma balle revienne ici tout en bas, hop, on est bloqué et on est reparti maintenant à casser les blocs. Alors, quand tous les blocs seront détruits, le jeu ne va pas s'arrêter. Le jeu s'arrête uniquement lorsque vous n'avez plus de points de vie. Hein. C'est bien d'accord. Donc, on va continuer le jeu tant que les points de vie existent. Mais le souci, c'est que si on a détruit tous les blocs, il faut que je fasse apparaître d'autres blocs. Mais comment savoir qu'on a détruit tous les blocs? Il faut créer une fonction qui dit, voilà, est-ce que la matrice est pleine ou est-ce qu'elle est vide? D'accord? Eh bien, on a créé une petite fonction pour ça. Ici, dans le matrix, ici, qui s'appelle isMatrixDestroy. Est-ce que la matrice est détruite? D'accord? Alors, comment faire? Eh bien, c'est très simple. Vous allez parcourir, encore une fois, avec la double boucle, l'état des blocs. Si la fonction xMatrixDestroy détecte un bloc qui est de type visible, donc la matrice n'est pas entièrement détruite, eh bien, on renvoie false. Donc, isMatrixDestroy, true ou false? Est-ce que la matrice est détruite? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc s'il rend compte, donc là on fait la double boucle, hein, les amis, là vous allez commencer à avoir l'habitude. On parcourt les J, on parcourt les I, on regarde l'état du bloc. Si l'état du bloc, pour l'instant J et I, est visible, c'est que la matrice n'est pas entièrement détruite. S'il y a un bloc encore qui est vivant, eh bien on renvoie false. Si on a parcouru tous les blocs et J, il n'y a jamais eu de visible donné, donc c'est-à-dire que tous les blocs sont de type touched, eh bien là on dit, ok, bah tous tes blocs, j'ai vu que dans tous tes blocs étaient de type touched, de fait, ta matrice est détruite. Eh bien je renvoie true. Et donc dans la boucle de jeu, dans le play, on va détecter si la matrice est pleine ou détruite, et si elle est détruite, eh bien on relance une nouvelle matrice. Alors comment relancer une nouvelle matrice? Eh bien grâce à ma petite fonction reset. D'accord? Donc ici on parcourt encore une fois, avec ma double boucle, tous les bloc et on impose l'état visible. Donc quand ma matrice est entièrement pleine, vide, tous mes blocs sont touchés, eh bien je relance une nouvelle matrice, tout simplement. Donc regardez dans stage, ici, on va décommenter ceci. Donc on regarde s'il y a une collision entre la balle et la matrice, et est-ce que la matrice est détruite? J'ai deux états, oui ou non.
Si la matrice est détruite, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, pour rendre les choses plus simples, on va bloquer la balle. Donc la balle qui était en mouvement, donc elle est en mouvement, elle vient de détruire le dernier bloc vivant. De fait, on va dire à la balle, bon, reviens-toi au point de départ. Donc on va bloquer la balle. Donc elle revient au point, revient bloquée par rapport au paddle. Et on fait matrice.reset. Hop, des nouveaux blocs apparaissent. Du coup, le joueur peut à nouveau relancer la balle et détruire de nouveaux blocs. D'accord? Alors, petite nouveauté ici. Vu que le jeu, vous sentez qu'il est en train de quasiment fini. Hein. On a des balles, enfin une balle, on a un paddle qui se déplace, on a des blocs qui sont détruits. On peut même détecter maintenant si la matrice est entièrement détruite. Et on peut voir si elle est détruite, on la relance. Eh bien, on va faire maintenant un peu de son. Donc, on avait créé un son pour animer les choses. On a créé aussi un fond musical. D'accord? Alors, dans le répertoire, il y a un répertoire qui s'appelle Musics. Et vous allez créer, il y a deux sons, deux musiques. Un en MP3 qui s'appelle menu.mp3 et un son de type OGG, d'accord, qui s'appelle Song. Eh bien, on va faire jouer le Song en tâche de fond dans notre jeu. Comment faire? C'est un peu comme d'habitude. On vient dans sketch.js. On va générer, cette fois dans gsounds, on va mettre en mémoire le gros fichier .ogg. Donc la musique dure un certain temps, c'est un fichier volumineux, d'accord? On va la mettre en mémoire dans le navigateur. Comment? Dans le gsounds, on avait mis des sons d'animation, si vous préférez. Et là, on va mettre une musique. Donc on dit gsounds. Alors j'aurais pu créer aussi un objet littéral pour les musiques. J'aurais pu faire un gmusics égale objet littéral. Mais là, j'ai mis les musiques et les sons dans la même structure, c'est-à-dire dans le même objet littéral. Donc là, je fais gsounds, je lui donne une clé, je l'appelle song, vous l'appelez comme vous voulez, mais je l'appelle song. Je fais un load sound et je vais chercher le son.ogg. Maintenant, mais comment lancer le jeu, la musique dans le jeu? Eh bien, vous vous souvenez, on avait créé dans les PlayStage une fonction qui s'appelle onEnter et onExit. Donc, dans le GSM, donc le Game State Manager, gère la chose. Donc, quand il va rentrer dans la fonction onEnter, eh bien, on va dire maintenant joue la musique. Et quand on sortira de onExit, on dira bah, arrête la musique, passe maintenant à une autre fenêtre et joue une nouvelle musique et arrête celle-ci. D'accord? Donc, dans le PlayStage, ici, en descendant, donc je vais décommenter ceci, CTRL A. Alors je vous laisse voir la doc, hein. Vous faites musique dans le P5JS et vous allez trouver des petits fonds. Donc il y a ici, qu'est-ce que c'est? Alors une musique de fond dans un jeu en général est en boucle. Donc la musique ne dure pas indéfiniment, elle dure quelques minutes, 2-3 minutes, et on fait jouer la musique de façon loop, infinie. Donc quand il a fini de jouer, hop, il recommence au début. Donc on lui spécifie ceci en disant gsounds. Donc la musique qui est dans ta mémoire, set loop true. Donc ça veut dire qu'on va jouer la musique de façon indéfinie. Tant que la fenêtre est ouverte, on va jouer la musique. Je spécifie ici de set volume, un volume. Alors pour pas qu'il y ait trop d'interférences avec le micro, je mets 20% de musique au niveau sonore. Et je lui dis tout simplement play. Donc le programme va précharger, on va faire preload la musique, donc il va la mettre en mémoire. Donc vous allez avoir apparaître dans le navigateur un loading qui va durer plus ou moins longtemps, en fonction de la durée de transfert du fichier jusqu'à la mémoire du navigateur. Ensuite, il va faire en enter, donc il va mettre la musique play. Les choses vont être à jour, donc je vais avoir une musique de jeu en fond. Et quand je sortirai de ma fenêtre de jeu, je ferai un exit, là je dirais que ne plus mettre cette loop à false, donc la musique est en boucle, hop, ne devient plus en boucle, et on fait stop pour arrêter la musique. Et c'est très simple. Cette loop, est-ce que tu veux que la musique joue en boucle? Cette volume, quel est le volume que tu désires au niveau sonore en sortie? Play, joue la musique, stop, et on peut même faire pause. Donc là, on a des pauses, des plays et des stops. D'accord? Moi, je vais pas utiliser pause. Donc les amis, on va lancer la chose. On doit avoir un paddle qui se déplace. Il vient en collision avec les blocs, ça on l'a vu tout à l'heure. Et en plus, maintenant, j'ai une musique de fond. Et je suis capable de détecter la disons, la destruction totale de mes blocs par rapport à ma matrice. Et si cela arrive, ma balle redevient bloquée sur mon paddle et une nouvelle matrice apparaît. Et donc j'ai des points qui s'accumulent. Tant que quoi? Eh bien, tant que les points de vie sont positifs. Quand j'ai un point de vie négatif, le jeu s'arrête. Je changerai de fenêtre de jeu. Je ferai une fenêtre, je sais pas, game over, en stipulant le nombre de points accumulés au cours du jeu. D'accord? Allez, lançons la chose. Faisons un CTRL S.
Ici, faisons un CTRL S. Donc vous voyez, quand le petit point blanc est apparu ici, c'est que vous n'avez pas sauvegardé. Donc faites un CTRL S. Vous appelez votre navigateur. Et on va le relancer. Il met un certain temps, vous voyez, il a mis un certain temps à charger la musique, etc. Donc ne paniquez pas. Loading, vous laissez le temps que tout se mette en place. Et maintenant, je peux bouger, j'ai une musique de fond, vous voyez, les choses sont plus animées, sont plus jolies à entendre. Je vais ici appuyer sur la touche, et voilà, mon jeu fonctionne. Donc, le gameplay de mon jeu est entièrement fait. Il reste trois choses à faire. On va introduire une fenêtre d'introduction, hein, vous allez voir des petites informations apparaître, etc. On dira au jeu, au pilote ou aux joueurs, bah maintenant, faites cette action-ci pour lancer le jeu. Le jeu va voilà. Le jeu va arriver. Et quand on aura perdu, on aura une fenêtre de conclusion. Mais avant, il faut mettre en place un objet qui gère le score. Donc ça, c'est la prochaine étape. Merci de votre écoute et à très bientôt.